Avez-vous déjà entendu le fracas des mains, une symphonie avant même que Helen Orchestre n'entre en scène? Cette nuit-là, sur un quai glacé de l'Est français, j'ai perçu ce prélude. Un train fantôme, lancé à pleine vitesse, wagon plat, chargé de blindés portant les insignes de l'OTAN. Pas une manœuvre d'apparat, un flux logistique réglé à la milliseconde, signature d'une urgence absolue. Le vieux cheminot à mes côtés, elle, a murmuré comme un verdict. Ce N est plus de la dissuasion. C'est l'accordage avant le premier coup d'archet. Depuis des semaines, m'a-t-il confié, la nuit européenne résonne du même grondement. Convoi ferroviaire, colonnes de camions, rotation d'avions cargo, tous cadencés, synchronisés, invisibles au bulletin de 20 heures. Pendant que les chancelleries brandissent le lexique rassurant de la désescalade, elle, infrastructure, raconte une toute autre histoire. Celle des un compte à rebours silencieux où chaque traverse de chemin de fer, chaque corridor aérien devient la mesure d'un tempo militaire accéléré. J'ai suivi ces traces, horaires de fret, créneaux aériens, réquisitions portuaires, et découvert un pattern, une bascule logistique si rapide que elle relève moins de la posture que de elle ultimatum. Dans le langage stratégique, la vitesse est un message. Ici, le message est clair. La ligne rouge a été franchie hors caméra. Ce mouvement à haute cadence place l'Europe sur une crête instable. Un faux pas diplomatique et la mécanique enclenchée trouvera son dénouement sur le terrain. Ce récit n'a pas pour but d'agiter la peur, mais de rétablir la lucidité, apprendre à lire les rails. Les routes et les flux, ces sources primaires que les communiqués oublient, pour comprendre que la vraie négociation ne se joue plus seulement autour des tables rondes, mais dans le vrombissement continu des convois qui filent chaque nuit vers l'Est. Où chercher la vérité? Pas dans les communiqués feutrés, mais dans le grondement continu des wagons qui traversent l'Europe à toute vitesse. C'est la première leçon que J ai tirée de ce quai désert. La donnée stratégique ne écoute pas, elle s'observe. Mon enquête m'a donc propulsé loin des discours diplomatiques, au cœur de la plus vaste manœuvre logistique de l'OTAN depuis la fin de la guerre froide. Un déplacement éclair passé presque inaperçu des bulletins d'infos, mais décortiqué avec une précision glaciale dans les états-majors adverses. Nous allons pénétrer les coulisses de cette mobilisation fulgurante et mesurer pourquoi son tempo bouleverse toutes les règles établies. Sa cadence N n'est pas un simple exercice. C est un message codé adressé à Moscou, d'une agressivité sans précédent, qui pulvérise 30 ans de doctrine de dissuasion graduée. Paradoxalement, ce bouclier supposé rassurer l'Europe la projette sur une ligne de front potentielle, exposant ses arrières logistiques comme jamais depuis 1989. Ensemble, nous déchiffrerons la grammaire de ce geste. Nombre de trains réquisitionnés, fenêtres aériennes saturées, corridors routiers militarisés. Chaque heure gagnée dans cette course est un pion avancé sur l'échiquier stratégique, mais aussi une vulnérabilité nouvelle si l'adversaire décide de jouer la carte de la rupture. Car, à trop accélérer, on risque de transformer le continent en théâtre d'opérations avant même que la diplomatie N ait le temps de respirer. Savoir lire ces signaux, horaires de fret inhabituels, pic d'achat de carburant, JP8, réquisition portuaire, devient notre unique boussole pour anticiper si ultimatum tacite a été entendu ou il apprête à déclencher et étincelle. Ce n'est pas une spéculation, c'est l'analyse factuelle de flux réels qui, en ce moment même, traverse nos rails et survolte nos têtes. Si vous voulez comprendre la partie d'échec qui détermine notre avenir, restez à l'écoute, likez pour soutenir cette enquête et indiquez-moi depuis quelle ville et quel pays vous captez ces signaux. La lucidité collective était notre première ligne de défense face à cette mécanique stratégique qui s'emballe. La mécanique de l'ultimatum. Pour comprendre la nature de cet ultimatum, il faut d'abord en saisir la mécanique. J'ai passé des semaines à compiler des données en source ouverte, à suivre les vols de transport militaire, les mouvements navals et les communications officielles. Le tableau qui en ressort est vertigineux. L'opération, que certains analystes ont baptisée « bouclier fulgurant », n'est pas un simple exercice. C'est la répétition générale d'une guerre de haute intensité en Europe. L'objectif affiché, simuler le déploiement de 40 000 hommes, avec leur matériel lourd, sur le flanc est de l'Europe en moins de 72 heures. C'est un défi logistique colossal qui n'avait jamais été tenté à cette échelle. Ce qui change tout, ce n'est pas le nombre d'hommes, c'est la vitesse. 72 heures. C'est le temps qu'il faut à un virus pour se propager.
à une crise financière pour devenir mondiale. C'est désormais le temps qu'il faut à l'OTAN pour mettre une armée en ordre de bataille. J'ai compris que l'Alliance a testé non pas sa force, mais son système nerveux. Sa capacité à mobiliser, transporter et déployer des forces depuis les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Allemagne vers la Pologne et les pays baltes, à une vitesse qui prendrait n'importe quel adversaire par surprise. C'est la doctrine de la guerre éclair, Blitzkrieg, appliquée à l'échelle d'un continent. Ce déploiement s'est appuyé sur 3 piliers. Le premier, terrestre, a vu des colonnes blindées traverser l'Europe avec une nouveauté historique. Des troupes de combat allemandes déployées durablement dans les pays baltes pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est un symbole d'une puissance inouïe, un renversement de l'histoire. Le deuxième pilier, aérien, a mobilisé des centaines d'avions de transport, tandis que des chasseurs de dernière génération, comme les F-35, assuraient une couverture permanente à quelques minutes de l'espace aérien russe. Le troisième pilier, maritime, a vu des groupes aéronavals se positionner en mer du Nord et en Méditerranée, prêts à frapper. Mais la partie la plus importante de cette mécanique est invisible. J'ai découvert que l'essentiel de l'exercice s'est joué dans le cyberespace. Il s'agissait de tester la résilience de toute cette logistique face à des cyberattaques massives. Comment protéger un convoi ferroviaire si le système d'aiguillage est piraté? Comment faire atterrir des troupes si les communications de la tour de contrôle sont brouillées? L'OTAN n'a pas seulement montré qu'elle pouvait bouger ses muscles, elle a montré qu'elle pensait pouvoir protéger son cerveau et son système nerveux pendant qu'elle le fait. En assemblant ces pièces, la conclusion est devenue inévitable. Ce n'était pas un exercice de défense. Un exercice de défense consiste à repousser une invasion. Ceci était un exercice de projection de force. C'est la démonstration de la capacité à lancer une contre-attaque massive et fulgurante, voire une frappe préventive. Ce n'est pas un bouclier, c'est une épée sortie de son fourreau et posée sur la table des négociations. C'est l'essence même d'un ultimatum. Le message à Moscou. Un geste d'une telle ampleur n'est jamais un hasard. Il répond à une question fondamentale. Pourquoi maintenant? Pour le comprendre, j'ai dû me replonger dans la chronologie des mois précédents. J'ai vu la Russie multiplier les provocations, des violations d'espace aérien, des manœuvres navales agressives en mer Baltique et surtout, une rhétorique nucléaire de plus en plus décomplexée. Le Kremlin testait les limites, cherchant la faille, le signe que la détermination occidentale s'érodait. Il jouait une partie de poker, en misant sur la lassitude de l'Europe. Le geste de l'OTAN est la réponse à ce bluff. C'est une manière de renverser la table. J'ai parlé à un ancien planificateur de l'OTAN qui m'a expliqué la logique. Il m'a dit, quand votre adversaire pense que vous avez peur de l'escalade, vous devez lui montrer que vous êtes non seulement prêt à l'escalade, mais que vous pouvez le faire plus vite et plus fort que lui. C'est un changement radical de doctrine. Pendant des années, la posture de l'OTAN était réactive. On attendait que la Russie fasse un mouvement, et on y répondait. L'opération bouclier fulgurant est proactive. Elle ne répond pas à une menace, elle en crée une. Le message envoyé à Moscou est d'une clarté brutale. Premièrement, votre chantage nucléaire ne nous paralyse pas. Nous avons la capacité de mener et de gagner une guerre conventionnelle de haute intensité à vos frontières, avant même que vous n'ayez le temps d'envisager l'option nucléaire. C'est une tentative de rehausser le seuil nucléaire en abaissant le seuil conventionnel. Deuxièmement, votre stratégie de la guerre gelée et de l'usure ne fonctionnera pas. Nous ne sommes pas lents et bureaucratiques. Si vous tentez une nouvelle offensive, notre réponse ne se mesurera pas en semaines, mais en heures. Mais ce message contient un risque immense, et c'est là que tout peut exploser. Comment le Kremlin va-t-il interpréter ce geste? Comme une démonstration de force destinée à rétablir la dissuasion, ou comme la préparation d'une attaque imminente? Dans la paranoïa qui règne à Moscou, la deuxième option est une possibilité réelle. Cet ultimatum, conçu pour éviter la guerre, pourrait être le déclencheur même de la guerre qu'il cherche à empêcher. C'est un pari d'une audace folle, qui repose entièrement sur la capacité de l'adversaire à comprendre le message sans paniquer. J'ai alors compris que nous étions entrés dans une nouvelle phase de la confrontation. Une phase où les démonstrations de force ne sont plus symboliques. Elles sont opérationnelles. L'OTAN a montré ses cartes. Elle a montré qu'elle était prête à jouer une partie rapide et violente. Le silence qui a suivi cet exercice n'est pas un silence de paix. C'est le silence tendu qui précède le prochain coup sur l'échiquier.
un coup qui pourrait être fatal. La fracture de la dissuasion. Ce geste de l'OTAN ne fait pas que répondre à la Russie. Il fait voler en éclats des décennies de doctrine de dissuasion, et particulièrement la doctrine française. Mon enquête m'a obligé à relire les textes fondateurs de notre propre stratégie de défense. La dissuasion nucléaire française, depuis De Gaulle, repose sur le concept de stricte suffisance. L'idée n'est pas d'égaler la puissance des super-grands, mais de posséder une capacité de frappe en second, si crédible qu'elle infligerait à tout agresseur des dommages inacceptables, supérieurs à l'enjeu du conflit. C'est une sanctuarisation du territoire national par la menace de l'apocalypse. Or, une démonstration de force conventionnelle aussi massive vient brouiller ce message. Elle introduit une nouvelle grammaire de la guerre. Elle suggère qu'un conflit majeur en Europe pourrait se jouer et se gagner à un niveau purement conventionnel, sous le parapluie nucléaire. Pour les États-Unis, qui disposent d'une supériorité conventionnelle écrasante, c'est une option logique. Mais pour la France, dont la crédibilité repose sur le fait que toute agression contre ses intérêts vitaux pourrait mener à une escalade nucléaire, c'est une complication terrible. J'ai réalisé que ce geste de l'OTAN, bien que nous y participions, nous marginalise stratégiquement. Il déplace le centre de gravité de la sécurité européenne de la dissuasion nucléaire, où la France a un rôle unique et central, vers la capacité de projection conventionnelle, où nous sommes un acteur important, mais un parmi d'autres, largement dépendant de la logistique américaine. Cela pose une question existentielle pour notre pays. Notre autonomie stratégique, si chère à nos dirigeants, n'est-elle pas en train de devenir une illusion face à la réaffirmation de la puissance de l'OTAN ? Cette nouvelle doctrine crée aussi une Europe de la défense à deux vitesses. D'un côté, les pays du flanc Est, qui voient dans cette démonstration de force la seule garantie crédible de leur sécurité et qui sont prêts à s'aligner sans réserve sur la stratégie américaine. De l'autre, des pays comme la France, qui s'inquiètent de cette logique d'escalade et craignent de perdre toute marge de manœuvre diplomatique, d'être entraînés dans un conflit qui n'est pas le leur. Ce geste, censé unifier l'Alliance, pourrait à terme approfondir ces divisions internes. J'ai alors compris que l'ultimatum n'était pas seulement dirigé contre Moscou. C'était aussi un message envoyé aux Européens eux-mêmes. Un message qui dit « L'ère des débats sur l'autonomie stratégique est terminée. La seule sécurité crédible passe par une intégration totale au sein de la machine de guerre de l'OTAN, sous commandement américain. C'est une clarification brutale qui force chaque pays européen à choisir son camp. Et ce choix pourrait être aussi lourd de conséquences que la menace extérieure elle-même. L'Europe, première victime. En poursuivant mon enquête, je me suis rendu compte que, quelle que soit l'issue de cet ultimatum, l'Europe en serait la première victime. Ce geste spectaculaire a un coût, et ce coût ne se mesure pas seulement en argent, mais en souveraineté, en stabilité et en sécurité à long terme. Le premier coût, le plus visible, est financier. Maintenir un tel niveau de préparation opérationnelle est astronomiquement cher. C'est une course aux armements d'un nouveau genre, non pas sur le nombre de têtes nucléaires, mais sur la logistique, le renseignement, le cyber. Cet effort financier massif se fait au détriment d'autres investissements vitaux pour notre avenir, créant une pression insoutenable sur nos budgets et nos modèles sociaux. Le deuxième coût est stratégique. En acceptant de transformer notre continent en théâtre d'une démonstration de force, nous acceptons de devenir le champ de bataille potentiel d'une confrontation entre la Russie et les États-Unis. Les exercices ont lieu sur notre sol, les missiles sont pointés vers nos villes, les risques de retombées, qu'elles soient conventionnelles ou nucléaires, nous concernent directement. Nous sommes passés du statut d'acteur de notre propre sécurité à celui de plateau de jeu pour des puissances qui, in fine, ne partagent pas toutes nos contraintes géographiques. Le troisième coup est politique. Comme je l'ai découvert, ce geste agressif de l'OTAN n'a pas fait l'unanimité en Europe. Il a ravivé les vieilles méfiances entre les nations, créant un climat de suspicion. Il a donné des arguments aux forces populistes et extrémistes qui prônent une sortie de l'OTAN et un rapprochement avec la Russie, présentant l'Alliance non plus comme un bouclier, mais comme un agent provocateur qui nous entraîne vers la guerre. L'unité de façade affichée lors des sommets cache mal une profonde fracture sur la stratégie à adopter. Le quatrième coup, le plus insidieux, est social. Il y a un décalage abyssal entre la gravité de la situation militaire et la perception qu'en a le grand public. Pendant que nos armées simulent une guerre totale, nos sociétés continuent de vivre dans une relative insouciance,
bercés par un discours médiatique qui se concentre sur des crises plus immédiates. Ce décalage est dangereux. Il rend nos populations vulnérables à la manipulation et incapables de comprendre la nécessité des sacrifices à venir si la situation devait dégénérer. J'ai alors compris la terrible ironie de la situation. Cet ultimatum, ce geste de force ultime de l'OTAN, est peut-être l'acte qui affaiblit le plus l'Europe. Il la vide de ses ressources, la divise politiquement, la transforme en cible et maintient sa population dans une ignorance dangereuse. Conçu pour nous sauver, il pourrait être le catalyseur de notre propre effondrement, bien avant que le premier coup de feu ne soit tiré. Le silence avant l'explosion. Mon enquête s'achève ici, dans ce silence assourdissant qui a suivi le geste de l'OTAN. L'ultimatum a été posé sur la table. Les pièces sont en position. Et maintenant, le monde attend. Mais il attend sans le savoir. C'est le moment le plus périlleux, celui où le moindre incident, la moindre erreur d'interprétation, peut servir de prétexte à l'irréparable. Le silence n'est pas vide, il est chargé d'une tension extrême. Que devons-nous surveiller maintenant? J'ai posé la question à mes contacts. Ils m'ont tous dit la même chose. Arrêtez de regarder les gros titres, regardez les détails. Les vrais signaux d'une explosion imminente ne seront pas dans les déclarations de Poutine ou du secrétaire général de l'OTAN. Ils seront dans des mouvements de flotte discrets en mer Noire, dans la fermeture inexpliquée de certains couloirs aériens, dans des cyberattaques de tests contre des infrastructures non critiques, comme un réseau de feux de signalisation ou une petite banque régionale. Ce sont les Canaris dans la mine de charbon de la guerre moderne. Le plus grand danger, m'ont-ils dit, est notre propre lassitude. L'être humain ne peut pas vivre en état d'alerte constant. Si l'explosion n'a pas lieu dans les semaines qui suivent l'ultimatum, nous allons nous habituer à cette nouvelle normalité. Nous allons considérer que la menace était un bluff, que tout est rentré dans l'ordre. C'est ce que les psychologues appellent l'érosion de la vigilance. Et c'est précisément ce moment de relâchement que les stratèges attendent pour faire leur prochain mouvement. Cette chronique n'avait pas pour but de prédire la date de l'explosion. Elle avait pour but de vous en révéler la mécanique. De vous montrer que les plus grands dangers ne sont pas annoncés par des trompettes, mais par des mouvements silencieux sur un échiquier. Le geste de l'OTAN a changé la nature du jeu. Il a remplacé une longue partie d'usure par la menace d'un échec et mat fulgurant. Nous vivons donc dans cet instant suspendu. L'ultimatum a été lancé. La réponse n'a pas encore été donnée. Chaque jour qui passe dans ce calme apparent n'est pas un jour de gagner pour la paix. C'est un jour de plus où la mèche continue de se consumer, en silence, se rapprochant inexorablement de la poudrière. Mon histoire a commencé sur un quai de gare, avec la révélation d'un vieil homme. Elle se termine avec vous, avec cette prise de conscience partagée. Le geste de l'OTAN n'était pas un simple exercice militaire. C'était un basculement, un changement de paradigme dans la sécurité de notre continent. Un acte qui nous a tous rapprochés du bord du gouffre. Le véritable ultimatum, ce n'est pas celui que l'OTAN a lancé à la Russie. C'est celui que l'histoire nous lance à nous tous. L'ultimatum de la lucidité. Allons-nous continuer à ignorer les signaux, à nous laisser bercer par l'illusion du calme, ou allons-nous enfin regarder la réalité en face, aussi dérangeante soit-elle? L'inexpliqué a été révélé. Ce n'est pas une force extérieure qui décidera de notre avenir, mais notre capacité collective à comprendre les enjeux et à refuser l'anesthésie. Car dans ce nouveau monde, la seule véritable sécurité, c'est la lucidité.